Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas, vraiment ravi de participer à ce dialogue avec vous. Vous êtes donc maire UDI de Massy, une ville de 50 000 habitants dans l'Essonne. Vous êtes également vice-président du conseil départemental de l'Essonne. Alors je ne vais pas faire en tout votre CV qui est assez long, mais dire que vous êtes normalien ingénieur, vous avez fait votre carrière professionnelle dans les domaines du transport et de l'urbanisme, et je cite juste 2 postes pour vous situer. Vous avez été conseiller urbanisme au cabinet de Gilles de Robien, et vous avez également dirigé l'établissement public chargé du renouvellement urbain du Val-Fouré, de la ville de Mantes-la-Jolie et de Chanteloup-les-Lignes, donc avec des quartiers QPV qui sont très importants. Alors, ça a été dit, vous avez publié cette année votre premier livre, je crois, appelé d'Excellent français, comment faire de l'immigration une chance, qui se met dans les pas de celui écrit par une grande figure centriste, Bernard Stasi, il y a 40 ans, et qui s'intitulait L'immigration, une chance pour la France. Bernard Stasi, d'ailleurs, nous suit un peu dans toutes les pages de votre livre. Vous le citez beaucoup, vous le critiquez aussi parfois, ou en tout cas vous faites évoluer la réflexion. Votre livre, il est structuré en 3 parties: dire, ressentir, agir. Donc vous n'éludez aucun des sujets de l'immigration, et je trouve que en ceci, il est extrêmement aidant dans notre réflexion. Je précise aussi qu'il est disponible à la librairie éphémère à l'entrée de la plénière. Moi, j'aimerais juste lire l'introduction de votre chapitre Dire. Vous évoquez Bernard Stasi, qui a écrit « Ce qui avait permis le surgissement du vote Le Pen, c'était l'ensemble des silences, gênés ou hypocrites, sur des sujets qui accaparaient désormais l'attention ou suscitaient l'inquiétude d'une large partie de l'opinion. La présence des immigrés dans un contexte d'emploi menacé et l'insécurité perçue comme grandissante. » Et vous ajoutez « Le silence gêné est un poison lent mais redoutable. Il érode la confiance, il insulte l'intelligence des citoyens. Et à l'époque des faits alternatifs, il est crucial de dire la vérité. » Inutile de vous dire que j'ai trouvé cette phrase extrêmement contemporaine. Bernard Stasi, encore une fois, avait écrit ces mots il y a 40 ans. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ce soit si compliqué de parler d'immigration en France, d'avoir une parole nuancée, une parole aussi de réalité, mais aussi une parole d'optimisme, à côté des propos, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, qui sont dans l'outrance. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Merci, merci Anne de l'introduction. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, et c'est un drame, on a abandonné la parole mesurée. Alors, on l'a abandonné sans doute parce que c'est vachement plus simple d'être caricatural. C'est-à-dire que dire que les immigrés sont au choix des coupables ou des victimes, ça tient en 140 signes et c'est facile à faire. Et la réalité qu'on vit sur le terrain, elle est évidemment plus mélangée, plus complexe, plus diverse, si j'ose dire. Je pense que c'est absolument essentiel qu'on n'ait pas peur. On a fini par accepter sur ce sujet de se faire mettre sur la défensive, d'être en réaction. Je pense qu'on doit porter un discours qui est, et j'aime bien le titre que vous avez pris, qui est un discours volontariste, un discours d'action, où on se dise pas tout va bien, mais on se dise ce sujet-là, il va falloir s'en occuper. On n'a pas le choix. On peut penser plein de choses sur le fait de savoir si l'immigration est en absolu ou pas une chance. En fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est que c'est un fait et qu'il va falloir s'en occuper, et que si on s'en occupe, ça peut devenir une chance, et que si on s'en occupe pas, ça va être un gros problème. Donc je pense que c'est, voilà, faut surtout pas qu'on se laisse mettre sur la défensive, et qu'on prenne le temps d'écrire, de dire ce que d'une certaine manière, alors effectivement, moi j'ai rencontré Bernard Stasi il y a très longtemps, ma première université d'été du CDS en 92, c'est horrible, on vieillit, et c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué. Ce qu'il avait fait, ce que peu avaient fait, c'était oser, voilà, prendre la parole et dire on ne laisse pas le monopole du sujet à l'extrême droite, et je pense qu'il faut qu'on continue à ne pas leur laisser le monopole du sujet.
Un petit mot d'actualité. On entend un peu parler d'une initiative de Philippe de Villiers sur effectivement une pétition et qui exige un référendum. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Est-ce que ce serait une façon finalement de pouvoir aborder le sujet en France? Eh ben non. Eh ben non. Je me suis trouvé sur Sud Radio face à un zémouriste à débattre du sujet. C'était une expérience intéressante. C'est vraiment... C'est la mauvaise idée, et je dirais, c'est pire qu'une mauvaise idée, c'est une idée malfaisante. C'est une idée qui fait du mal. Parce qu'en fait, elle fait du mal de plein de manières. D'abord, elle stigmatise. Ensuite, elle caricature, elle est simpliste, et elle uniformise. Enfin, vous venez de plein de régions de France différentes. Se dire qu'on va traiter l'immigration et l'intégration, en fait, de la même manière à Massy, qui est une ville populaire mélangée de la banlieue parisienne, ou à Hasbrook, ceux qui liront le livre sauront pourquoi je cite Hasbrook, par exemple, qui est une ville où il y a peu de présence étrangère à quelques kilomètres de Lille, dans le nord. C'est une idiotie absolue. Et donc essayer de globaliser le sujet, c'est se condamner à l'impuissance. Et ça, c'est la dernière raison pour laquelle c'est une mauvaise solution. Ce n'est pas une solution qui ne marche pas. C'est une solution qui permet de continuer à expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'adorent les populistes, c'est pousser des choses qui ne marchent pas pour expliquer que ce n'est pas de leur faute que ça ne marche pas et entretenir ça. Un référendum sur l'immigration, personne ici n'est capable de dire quelle serait la question. Et évidemment, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc, c'est surtout une très mauvaise idée. Et il faut, et ça je pense que c'est assez la culture des centristes, il faut au contraire prendre la question par le terrain, par la décentralisation, par les communes, parce que c'est là qu'on réussira, c'est pas par des grands débats nationaux. Alors vous me faites une transition parfaite. Vous êtes maire donc de Massy, une ville de 50 000 habitants, une ville qui a beaucoup changé. En 1960, il n'y avait que 5 000 habitants, donc x10 en quelques décennies. Vous connaissez bien cette ville, je tiens à le dire, puisque vous y êtes né, vous y avez grandi. Donc vous n'êtes pas du tout parachuté, vous l'avez vu donc évoluer. Quels sont finalement les enjeux au quotidien de l'immigration dans une ville comme Massy? 20% de la population est immigrée. Quelles sont vos actions, quels sont vos projets sur cette question? En fait, la réponse, elle est par tous les sujets concrets de la vie du maire. Alors, je vais dire une banalité, mais ça commence par l'école. C'est juste une évidence. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a un dispositif génial qui s'appelle l'école des parents. L'école des parents, c'est un dispositif de l'État. L'idée est assez simple. Vous avez des gens qui arrivent de loin, qui maîtrisent mal et les codes et la langue française, et qui sont là avec des gamins à l'école. Eh bien, il y a un dispositif qui fait qu'on prend en charge les parents pour, en même temps, et y compris dans les locaux des écoles, leur donner quelques éléments de langue, quelques éléments de culture, de règles françaises, et en fait les aider à être parents. Et je pense que là encore, ça correspond assez à nos valeurs. Ne pas dire simplement que l'école doit se substituer aux parents, j'ai jamais cru ça et je ne pense pas que ça soit ça. Mais par contre, qu'on se dise qu'on doit accompagner les parents pour leur permettre d'être vraiment des parents à leur place et d'accompagner leurs enfants. Et le nom officiel, ça porte très bien son nom, ça s'appelle « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants ». Je pense que le nom c'est le nom plus officiel. Voilà, c'est des sujets très concrets comme ça. Je prends deux autres sujets très concrets. Il y a une question qui est quand même assez indissociable de la question de l'immigration, qui est la question de la laïcité. Et évidemment, parce que moi je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, la question de la présence de l'islam, qui est une vraie question et dont il ne faut pas avoir peur, qu'il faut prendre. Moi j'avais un problème très concret. J'avais, pendant le mois de Ramadan, des gars qui s'installaient un peu partout pour vendre des stands de gâteaux arabes, etc. Et évidemment, les Gaulois qui me disaient « mais que fait la police ?» Et comme ça, je sentais moyen l'idée d'aller envoyer la maréchaussée dégager des marchands de gâteaux. Bon. En fait, on a inversé le truc. On en a fait un atout. On a dit quoi? On a organisé un marché qui se passe pendant le mois de Ramadan, et j'assume complètement qu'il est donc, de ce point de vue-là, pas absolument ignorant des questions de religion. On l'appelle marché oriental pour montrer qu'il est ouvert. Et en fait, on a un truc qui est gagnant sur tous les côtés. C'est d'abord, on n'a plus de troubles à l'ordre public. Tout ça, c'est organisé, c'est contrôlé par l'hygiène. C'est un truc d'ouverture, c'est-à-dire qu'évidemment,
les musulmans viennent y acheter des choses, mais il y a plein de non-musulmans qui viennent aussi et qui trouvent ça super sympa. Et en fait, si on peut parler de l'islam plutôt autour d'un thé à la menthe et d'un tiep, plutôt qu'en discutant longueur de barbe et voile, on va vachement progresser. Et il y a même une dimension sociale, puisque ça permet à des tas de gens de gagner de l'argent de manière tout à fait honnête pendant ce moment-là. Et donc, on arrive à faire des choses très concrètes de terrain qu'on peut faire pour améliorer et faciliter l'intégration. Puis je pourrais parler de questions de sécurité. J'ai écouté avec intérêt les questions sur le narcotrafic. Tout ça ont des sujets qui sont pas liés. Donc, en fait, la réponse de fond pour réussir l'intégration, c'est que intégrer, c'est créer des liens localement. Et ces liens, ils ne se fabriquent qu'à un espace. Vous savez, il n'y a pas de hasard de mots. On dit beaucoup fabriquer du commun. Vous savez, le bien commun, c'est un mot très à la mode. Et bien, commun, au féminin, c'est commune. Et en fait, moi, il y a un truc dont je crois, c'est que c'est bien à l'échelle de la commune qu'on peut fabriquer du commun, donner le lieu qui permet de tisser des liens et en fait de faire que cette intégration marche. Et en fait, après, on y arrive. Et je prends un dernier exemple. Je vais faire un peu de pub. À Massy, on a un club de rugby qui est un peu connu. Les gens qui connaissent le rugby connaissent Massy pour le rugby. Et on a un club qui réellement est un club de banlieue. Le rugby, vous savez, il est quand même plutôt marqué sport un peu moins populaire que le foot, un peu plus sport d'élite et sport un peu moins divers, même si ça a beaucoup évolué. Et on a un club qui justement s'est donné ça comme défi. Et ben, regardez un truc, il y a une série qui a été faite sur France TV qui s'appelle Made in Massy avec un hashtag qui raconte comment un club peut concrètement aider à intégrer des gens et à faire réussir ça. Il y a un certain nombre de joueurs, Cameron Woki, Mathieu Bastaro, qui sont passés par Massy. Ben voilà, c'est un club qui permet d'intégrer et ça aussi, c'est des moyens très concrets qui permettent de réussir l'intégration. Alors, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous vous interrogez finalement continuellement et vous abordez aussi d'autres thèmes qui ne sont pas des compétences spécifiques, évidemment, d'un maire, mais vous parlez aussi d'asile, de droit du sol, d'immigration illégale, d'insécurité au sens large, pas d'angélisme sur les constats, une volonté d'optimisme et de pragmatisme. Et avant de vous entendre peut-être sur ces sujets-là, moi j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'Elias Khari, que je vous demande d'applaudir. C'est un jeune démocrate des Yvelines, vice-président Modem aux idées. Et les jeunes démocrates ont travaillé sur un livret de propositions sur l'immigration. Je te laisse la parole, Elias. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, oui, nous, on a partagé ce constat avec les jeunes démocrates. Le constat que l'immigration, on en parle beaucoup à la télé, dans les médias, dans le discours politique, mais un petit peu toujours de la même façon, avec cette logique de la course à l'échalote sécuritaire et cette logique du durcissement. Il faudrait toujours durcir davantage les frontières, il faudrait expulser toujours davantage de personnes en situation irrégulière, alors que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut qu'on renoue effectivement avec les valeurs démocrates, les valeurs humanistes, celles de la dignité de la personne que l'on a la tradition d'accueillir en France, mais aussi le pragmatisme. Et donc de dire que quand quelque chose ne fonctionne pas, et monsieur le maire a commencé à l'évoquer à l'échelle de la commune, il faut peut-être penser à fonctionner différemment. C'est pour ça que nous, on a essayé d'être force de proposition avec les jeunes démocrates, et que donc on a voulu réunir un groupe de travail avec une trentaine de militants, réfléchir à ces questions, rencontrer des enseignants-chercheurs, des associatifs, des élus qui sont confrontés à cette question. Et c'est pourquoi on a fait aussi un déplacement sur la côte d'Opale à Saint-Martin-Boulogne pour aller voir directement en fait, des élus qui sont confrontés au phénomène migratoire et notamment les étrangers qui cherchent à traverser la Manche pour aller rejoindre l'Angleterre. Et donc on est arrivé à formuler comme ça, à force de rencontres et de recherches, une douzaine de propositions. Donc je ne vais pas vous faire les 12 propositions évidemment, mais en fait l'idée à retenir c'est qu'on peut sortir de la démagogie et faire des choses concrètes, proposer des solutions concrètes sur effectivement la question des titres de séjour des demandeurs d'asile, peut-être prononcer moins d'OQTF. On a cette volonté d'affichage en France avec notamment les extrêmes qui nous disent que si eux étaient au pouvoir, on n'aurait pas 7,5% d'OQTF réellement appliqués, mais qu'on pourrait peut-être passer à 20, 50, 100, j'en sais rien. Mais en réalité peut-être que si on en délivrait moins et qu'on se concentrait sur les cas vraiment problématiques d'étrangers délinquants notamment, on pourrait peut-être arriver à les faire réellement appliquer et à ne pas stigmatiser tous les autres puisque l'immense majorité des étrangers ne posent pas de problème en France. Il y a aussi le volet intégration,
puisqu'on parle beaucoup d'intégration, mais les deux paramètres principaux qu'on a identifiés, ça reste quand même l'apprentissage de la langue, puisque la langue, c'est ce qu'on a tous en commun, qui permet aussi de véhiculer la culture, et le travail, avec le sujet des autorisations de travail notamment, qui sont insuffisamment délivrées, et notamment pour les demandeurs d'asile. On avait aussi un volet européen, puisque nous, on est quand même une famille politique qui est attachée à l'Union européenne. Et face à une dynamique qui est quand même une dynamique continentale, c'est quand même dommage de ne pas réfléchir à l'échelle du continent et de continuer à dialoguer dans la continuité notamment du pacte de la migration et de l'asile qui entrera prochainement en vigueur. Et on avait aussi des propositions spécifiques à Mayotte, puisque la situation de Mayotte est vraiment particulière, notamment avec, on le sait tous, l'immigration en provenance des Comores et aussi de l'Afrique des Grands Lacs. Et donc on proposait de lutter contre ceux qui exploitent la misère humaine. Ça a été un petit peu fait d'ailleurs et on en est très content puisque certaines de nos propositions se sont retrouvées dans un projet de loi à l'Assemblée nationale sur la refondation de Mayotte, notamment tout ce qui est lutte contre les reconnaissances frauduleuses de maternité, l'exploitation de la misère humaine via le travail non déclaré. Donc en fait voilà, ça ce sont quelques exemples de choses sur lesquelles on a réfléchi et qui montrent que quand on veut sortir du dogmatisme, on peut faire des propositions concrètes, dépassionner le débat et donc montrer qu'on avance sur ce sujet autrement qu'en suivant l'agenda de l'extrême droite. Je vous remercie. Merci Elias. Où on peut trouver ce livret de propositions ? Merci. En fait, je trouve que quand on parle de sujet de l'immigration, parfois on met un peu tout dans un même pot, alors qu'il y a quand même deux sujets distincts. Il y a l'immigration irrégulière et il y a l'immigration régulière. Elias a parlé notamment des OQTF qui font partie d'actualités, je dirais, politiques récurrentes. Vous vous prononcez également dans ce livre sur le délit d'irrégularité, enfin une réflexion sur les délits d'irrégularité. Voilà, j'aimerais vous entendre sur ces deux points. Non, mais plusieurs choses à ce qu'il y a dit. Je trouve ça super que vous saisissiez de ce sujet-là. Je suis très d'accord sur ce qui est dit sur les OQTF. Je pense que le sujet, c'est qu'on fait un trop gros paquet. Il faut bien qu'on tienne les deux jambes du discours. C'est qu'il y a des choses où on est beaucoup trop strict. Il y a aussi des choses où on est trop souple. Honnêtement, on peut se le dire aussi. Le truc horrible, et puis on en a reparlé il n'y a pas longtemps parce que c'était l'anniversaire de cette fille qui était violée, assassinée dans le bois de Boulogne par un mec qui aurait jamais dû être là. C'est aussi, et il faut bien dire les deux, c'est aussi un truc qui nous révolte. Donc il faut absolument qu'on tienne l'équilibre. Il y a une formule que j'ai utilisée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais qui est, il faut que notre oui soit un oui, que notre non soit un non. Et en fait, je pense que c'est ça notre faiblesse. Il y a une espèce de truc paradoxal, c'est comme on n'est pas bon pour dire non, pardon, je vais dire un gros mot, je préviens, disclaimer, mais on se venge de notre impuissance en emmerdant plein de gens qui ne font rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme on n'arrive pas à être bon face aux quelques milliers qu'il faudrait vraiment dégager et vis-à-vis de qui je n'ai absolument aucune espèce de mansuétude, on se venge implicitement en emmerdant des tas de familles qui passent des heures à renouveler des papiers. Moi, en ce moment, je signe à peu près 2 lettres d'intervention par jour pour des situations ubuesques de gens qui ont des problèmes de renouvellement de papier. Je dis bien de renouvellement. Donc c'est des gens à qui on a dit oui, vous pouvez être en France. Pas des gens qui débarquent là, c'est des gens qui étaient là et simplement pour telle ou telle raison, on ne renouvelle pas et on les met dans des situations totalement invraisemblables. Je pense que c'est absolument essentiel qu'on ait une posture équilibrée. C'est pas une posture juste laxiste, mais ça correspond à ce que tu disais. C'est voilà, que notre oui soit un oui, que notre non soit un non. Il n'y a rien de plus idiot. Il y a rien de plus... Même les gens qui sont hyper contre l'immigration devraient être d'accord avec cette phrase-là. Il n'y a rien de plus idiot que d'avoir des gens qu'on laisse être sur le territoire en leur disant qu'on le fait à contre-cœur. Dire à quelqu'un « Ah, vous êtes là, on ne va pas vous chasser, mais en fait, on aimerait vraiment mieux que vous ne soyez pas là et on va vous pourrir la vie tant que vous êtes là », c'est crétin, c'est contre-productif. Qu'on soit plus ou moins strict, ça se discute, mais laisser quelqu'un ça, c'est idiot. Vous avez aussi une proposition que je trouve très intéressante et peut-être que vous pouvez la développer, mais qui va vraiment dans les pas de ce que vous venez de dire. Vous parlez d'un service public de l'accueil des étrangers dès lors qu'on leur donne le droit, évidemment, de séjourner en France. Un service public qui aide à l'intégration. Qu'est-ce que vous voyez derrière ce terme ? Exactement. Et puis la question de la langue est évidemment essentielle, mais il y en a d'autres.
à partir du moment où il y a des gens à qui on a dit oui, et c'est dans la lignée de ce que je viens de dire, dès qu'on a dit oui, alors il faut renvoyer les gens à des responsabilités. Hein. Il ne s'agit pas de des responsabilités. Moi, les gens qui ne jouent pas le jeu, là encore, je n'ai pas d'état d'âme. Mais qu'on accompagne, on ne va pas juste dire à quelqu'un, ok, on vous a dit oui, alors maintenant, débrouillez-vous pour apprendre les codes et la langue, débrouillez-vous. Ben non. On peut avoir et on peut l'organiser. Et là, les communes peuvent le faire. La formule que j'ai utilisée sur service public de l'accueil, c'est une référence, certains d'entre vous connaissent, au service public de l'emploi. Le service public de l'emploi, c'est un concept qui rassemble des acteurs aussi bien France Travail, acteurs nationaux, que des acteurs locaux pour mettre en place des solutions d'accompagnement sur l'emploi. Ben, on peut tout à fait faire la même chose. Il y a des tas d'acteurs qui dépendent des collectivités et des communes en particulier, qui peuvent participer et se coordonner pour accompagner les gens. Et pour moi, ce qui est très important, parce que vous savez, il y a toujours le débat sur l'ouverture des droits. Alors, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui disent dès qu'on arrive en France, on a tous les droits. C'est absolument pas vrai, c'est pas le droit actuel, et c'est normal que l'ouverture d'un certain nombre de droits soit progressive. Moi, pareil, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Hein. Qu'on ne dise pas tout de suite à quelqu'un qui est là, vous avez tous les droits et vous bénéficiez de toutes les protections, je trouve ça normal. Mais accompagner un service public de l'accueil, c'est un service public où on accompagne les gens, on les aide à s'intégrer, on leur met des obligations aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est dans les deux sens, il y a une logique de contrat, hein, alors qui existe dans la loi, le contrat d'intégration républicaine, mais on peut faire ces différentes étapes et effectivement ouvrir les droits en fonction. Mais je pense qu'il faut l'organiser. L'un des sujets là-dessus, c'est qu'il faut l'organiser et que ça ne soit pas que l'État qui s'en occupe, mais faire confiance aux forces de terrain, parce qu'une fois encore, ça ne se passera pas de la même manière à Massy et à Hasbrook. C'est pas possible. Et je crois que vous parlez, je ne sais plus si c'est dans une interview ou dans votre livre, par exemple d'une école des parents, c'est-à-dire de dire que quand l'enfant est à l'école, peut-être que le parent... Mais je viens d'en parler là. Pardon. Mais voilà, je l'avais pas compris. J'ai perturbé Anne. Je l'avais pas compris comme ça. Moi, je voudrais parler d'un autre sujet. On parle beaucoup en ce moment de la baisse de la natalité. Et évidemment des conséquences que ça peut avoir sur notre modèle social. Certains pensent que l'immigration peut être une réponse, et j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet, d'autant que, encore une fois, dans votre livre, vous parlez aussi peut-être de la... de la limite, enfin, l'interrogation, c'est combien de personnes on peut être en capacité en fait d'intégrer, et au regard du nombre de titres de séjour que l'on donne chaque année, est-ce que ce chiffre-là, il faut l'augmenter, le baisser pour bien intégrer? Finalement, c'est ça, c'est qu'il y ait un parallélisme entre le nombre de titres de séjour et notre capacité à intégrer. Avec cette question de la baisse de natalité, voilà, quelle est votre réflexion sur ce sujet? Bon, d'abord, la baisse de la natalité est incontestablement un drame global et un drame parce que ça révèle de manque d'espoir et de manque d'envie. Mais on ne va pas régler ce sujet-là maintenant. Je ne suis pas complètement à l'aise sur cette question et c'est peut-être un des sujets où je vais avoir un discours peut-être un peu droitier. Je ne suis pas complètement à l'aise avec l'idée de se dire qu'il faut de l'immigration pour, voilà, je vais dire pour payer nos retraites, pour le dire comme ça. Je trouve que ça a un côté déplaisant. Ça a un côté, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, immigration à contre-cœur. C'est pas juste il faut. Je pense aussi que le peuple français, et encore je vais être droitier 2 secondes, a le droit de ne pas avoir envie à un moment. Donc il faut par contre qu'on ait conscience des conséquences. Mais ce discours qui serait de dire il faut bien de l'immigration parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, je garde la formule, on ne pourra pas payer nos retraites, je ne suis pas super à l'aise. Je préfère l'inverser et essayer. C'est le sens du titre du bouquin. Le bouquin il s'appelle D'excellents Français. Alors, certains pourront avoir reconnu la référence, c'est de la culture un peu ancienne, c'est une chanson de Maurice Chevalier qui s'appelle « Et tout ça, ça fait d'excellents Français ». En fait, c'est une chanson qui est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, où on se dit qu'il faut rassembler tous les Français, des gens très différents, le capitaine qui boulotte de curé et le lieutenant qui est pour le diocèse, ou le contraire, je ne sais plus. Bref, de rassembler tout le monde pour, en termes de mobilisation générale, pour le redressement du pays. Et je trouve que
plutôt que de se dire voilà, que comme on n'a pas assez d'enfants, il faudra accepter, il y a une idée qui m'intéresse plus, qui est de se dire qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à ne pas opposer, ne pas diviser, typiquement ce que fait l'idée du référendum, mais au contraire rassembler, mobiliser tout le monde, voilà, mobilisation générale pour le vrai enjeu qui est le reclassement de la France, qui est qu'on lutte contre cette spirale de déclassement, qu'on recrée de la richesse, qu'on y mette de l'enthousiasme. Donc c'est un peu plus que ça, c'est pas on n'a pas assez de gamins donc il faut des gens pour équilibrer les comptes, c'est on a plein de forces qu'on peut utiliser pour le reclassement du pays. Il y a un truc dans le bouquin de Bernard Stasi que j'ai trouvé génial, en relisant, c'est 40 ans après. Alors je pense que c'est complètement irréaliste, mais je trouve ça génial parce que ça dit. Il constate, et c'est toujours un fait, que les transferts d'argent par les familles d'origine étrangère vers leur pays d'origine sont supérieurs au montant de l'aide au développement. Et il dit, peut-être qu'au fond, on devrait faire moins d'aide au développement et à la limite défiscaliser ces transferts. Alors honnêtement, je pense que c'est complètement techniquement infaisable, etc. Donc je ne pense pas que ce soit une mesure réaliste. Mais dans l'état d'esprit de ce que ça veut dire, de se dire qu'au fond, le lien, y compris au développement des pays d'origine, qui est un énorme enjeu pour nous, parce que toute cette solution-là, elle passe d'abord par le développement des pays d'origine, qu'elle passe davantage par le tissu de toutes les personnes qui ont des origines étrangères, qui vont aider aussi créer des liens, et que ça sera bon pour le développement de la France et bon pour le développement du pays, je trouve que c'est une idée vachement plus moderne que l'espèce de truc où la France va financer un barrage ou une ligne de métro. J'ai passé 2 ans de ma vie au Vietnam. Bon, on peut voilà, faire la France qui finance une ligne de métro à Hanoï, c'est super, mais en fait, je ne suis pas sûr que ça soit la clé du sujet. Et cette idée de faire confiance à l'humain et de se baser sur le tissu des gens pour faire ça, je trouve que c'est très riche. Après tout, on connaît toutes et tous ici des gens d'origine portugaise, polonaise, qui ont construit leur réussite professionnelle sur des liens avec les pays d'origine. Je me demande pourquoi ça ne devrait pas se passer. Et je pense que tout le monde y gagnerait avec des gens d'origine algérienne, sénégalaise ou malienne. Et je pense que ce serait extrêmement riche. Donc voilà, je pense qu'il faut y mettre... C'est pas juste faute de mieux et faute d'enfants, c'est avec enthousiasme. Le fait d'avoir des gens qui viennent de partout en France, c'est une chance pour la France. Merci beaucoup Nicolas, je crois que ce sera les mots de conclusion. Voilà, merci avec beaucoup de... On est pile poil dans le temps. C'est des propos vraiment qui font du bien, plein d'optimisme. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous.